D'accord, il n'y a pas de problème. Moi, c'est lui, Emmanuel Yao. Moi, j'ai fait l'ESCA. Donc, je me suis tout de suite intéressé à la bourse. Bon, avant de faire l'ESCA, j'ai fait d'abord CAE, Commerce et Administration des entreprises. Donc, quand j'étais en CAE, pendant qu'on faisait les cours de marketing, moi, j'ai regardé les graphiques là. Et puis après, j'ai un professeur, il est passé derrière moi, il dit, mais on fait l'écoute sur les graphiques. Si c'est ça, ce que je vais te donner le contact d'un monsieur, tu vas aller le voir. C'était un actuel, le conseiller du DG de l'INP. Je suis allé le voir, on a pas mal discuté. Et puis bon, c'est de là que je suis rentré un peu dans le truc. Parce que moi, à la base, je lui disais que je veux faire un peu de la finance de marché, mais je trouve que je suis dans une matière, dans une filière, pardon, qui est un peu trop marketing. Et là, il m'a dit, en fait, même si on veut bien voir, le marketing, ça aide dans la finance parce que donc, après, il a compris que je pouvais. Donc là, je me suis lancé dedans. Et puis après, de fil en aiguille, je me suis dit, mais attends, on cherche à faire investir ailleurs et tout, mais il y a la BRVM qui est là. Pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi? Donc, en me posant des questions, j'ai vu que, en fait, il y avait un potentiel. Parce que c'est vrai que le marché, il est naissant. Et quand on a début en finance, c'est là qu'il y a l'opportunité. Parce que le plus que tu investis, le mieux c'est. Donc, j'ai vu que, voilà, il y avait une opportunité en plus. Avant, il n'y avait pas des acteurs comme Sika Finance. Maintenant, ils sont là. Après, il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de venir maintenant, qui font que le marché est en train de se redynamiser. Donc, c'est un peu ça. Et c'est la raison pour laquelle, en m'y intéressant, j'ai vu qu'il y avait un besoin pour les d'autres personnes d'apprendre. Donc, j'ai sorti le livre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on est là. C'est vrai que j'ai intitulé ça Gagner de l'argent grâce à la bourse, mais voilà ce que on va faire en gros. D'abord, on va voir comment est-ce que en finance, on définit un objectif. Parce que c'est vrai que on parle d'objectif, mais chaque domaine a sa façon de définir un objectif. Donc, dans le domaine de la bourse, quand on dit tu as un objectif là, il y a des caractéristiques. Ensuite, on va voir comment on définit, vous pouvez définir votre profil investisseur. Bon, il y a plusieurs types de profils. Principalement, la BFVM, ça sera position trading et puis long term investment. On va voir ce que c'est bon. Enfin, on peut voir un peu dans les termes, mais on va voir complètement. Ensuite, on va faire une petite modélisation. Ça sera pratique. On va ouvrir un peu Excel. C'est là que ça me fait un peu peur avec la manipulation. Je ne sais pas si ça va capter bien le truc. Mais bon, on va ouvrir un peu Excel. On va faire une petite modélisation de quelqu'un qui veut investir. Si la personne a une épargne de, je sais pas moi, 20 000 par mois, 50 000 par mois, et que la personne investit systématiquement la BRVM avec un certain taux de rendement espéré, voilà, comment il fait pour atteindre ses objectifs financiers en termes de rentabilité. Achat et vente. Quand on est à la bourse, il y a une façon de passer les ordres. Donc, quels sont ces types d'ordres-là? Comment on achète des actions, comment on vend des actions. Et puis, on va voir un peu l'analyse graphique. Il y a les chandeliers japonais. En général, quand on ouvre on parle de bourse, on voit des graphiques là. On va apprendre à lire ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, sur ce, normalement, on a approuvé un petit cocktail. J'espère, j'ose espérer que les prestataires seront à l'heure. Parce que normalement, à 13, on doit quitter ici. Nous tous, notre temps est important. C'est vrai que vous êtes des travailleurs, donc, il ne faut pas vous mobiliser trop longtemps. Donc, l'objectif financier, c'est un impératif pour l'investisseur parce que voilà, si vous n'avez pas d'objectif, comment est-ce que vous faites pour avancer? Donc, avant de parler d'objectif, on dit que tout part d'un besoin. Pourquoi tout part d'un besoin? Parce que on veut tous investir à la bourse pour quelque chose. Alors, on veut investir soit pour le loyer, pour la scolarité, pour un projet futur, mais on veut investir pour quelque chose. Donc, généralement, quand je parle avec des personnes, ces personnes me disent, je veux investir à la bourse pour un complément de salaire. Oui, c'est vrai. Tu veux avoir un complément de salaire, mais tu veux combien? Pour faire quoi? Parce que c'est ça, en fait. Si il y a pas, c'est pas clair, on peut pas définir quelque chose de concret, en fait. Et puis, on sait pas où on va. On fait pas ce qu'on veut atteindre. Voilà, vous savez qu'en finance, il y a des choses, des éléments qui sont importants, on va les voir. Mais c'est en fonction de ce que tu vas avoir que tu vas déployer les efforts. Donc, si tu ne sais pas que je veux investir pour mon loyer, que mon loyer fait 150 000 par mois, donc je dois faire un tel pourcentage pour atteindre ces 150 000, vous voyez que ça ne peut pas marcher. Donc, si on tient compte de l'inflation, combien me faut-il pour réaliser la raison fondamentale pour laquelle je vais investir en bourse? Donc, si je veux payer mon loyer, en considérant qu'il y a l'inflation et que le loyer va augmenter chaque année, combien est-ce que je veux investir
Non, combien je dois atteindre pour pouvoir financer mon loyer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il faut mettre l'inflation dedans parce que c'est important. Donc, en finance, pour définir un objectif, il y a des paramètres. Le premier, c'est le capital. C'est combien est-ce que je vais investir, combien je vais prendre pour acheter des actions. Donc, au final, si on évalue mon portefeuille, combien est-ce que je dois avoir pour pouvoir atteindre le montant cible que je vise, comme ça que je l'appelle. Parce que ça, c'est pas d'abord l'objectif. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le rendement. Donc, le pourcentage que je peux avoir. 10%. Si j'investis, je suis un investisseur performant, je peux faire 10% par mois, je peux faire 10% par an. Ça dépend. Quelqu'un qui fait 10% par mois ne va pas avoir le même taux annuel que la personne qui fait 10% par an. Donc, le rendement, il est très important. Après, il y a la durée. Si j'investis sur 10 ans, par rapport à quelqu'un qui investit sur 5 ans, c'est pas pareil. Donc, faut voir. Ça, c'est un paramètre aussi qui compte. Et enfin, il y a les contraintes. Parce que ces paramètres-là sont reliés. Les trois là sont reliés. Donc, si on fixe les deux paramètres, ça nous permet de terminer le troisième paramètre. Donc, raison pour laquelle on a toujours des contraintes. Donc, on fait en sorte d'avoir deux contraintes. Vu que dans les paramètres de l'objectif, il y a trois éléments. Il y a deux qui vont se présenter comme des contraintes et puis le troisième élément va se déterminer automatiquement. Je prends un exemple. Si je vais financer mon loyer, que mon loyer fait 150 000 par mois, qu'est-ce que je fais? Je sais que mon loyer fait 150 000 par mois, donc 150 000, c'est le montant à atteindre. Et que, bon, je sais que pour faire 150 000 par mois, c'est que j'ai besoin d'atteindre un certain niveau de capital en fonction du taux de mes capacités. Donc, ce qui fait que si je fixe le montant cible à 150 000 par mois, à la BRVM, c'est mieux de raisonner de façon annuelle. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 150 000 fois 12. Parce que 1 fois 12, je ne suis pas très bon en maths, mais de tête comme ça, je vois, ça fait 1,2 million. 1,2 million divisé par 2, ça fait 600 000, donc 1,8 million. Donc, ça fait 1,8 million que je dois avoir annuellement pour mon loyer. Donc, les 1,8 million annuels, disons que c'est comme si j'ai fixé un montant cible. Voilà. Donc là, j'ai un montant cible. Maintenant, ce montant cible-là, je dois avoir un rendement pour pouvoir l'atteindre. Donc, si j'ai dit c'est 10% par an, vous voyez que là, j'ai la durée, c'est une année. Le rendement doit être de 10%. Donc, avec le montant cible, ça va me permettre de terminer le capital initial nécessaire. Donc, ça nous permet de faire un comeback. On fixe dans le futur et puis on revient dans le présent pour voir comment est-ce que je dois investir pour atteindre. Mais en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer. Moi, je raisonne en annuel, mais on va décomposer de sorte que vous puissiez avoir un petit montant à investir mensuellement pour atteindre l'objectif. Ça va jusque-là, ça va. Est-ce que s'il y a des questions, vous m'arrêtez? Donc, la relation de base, la valeur acquise, ça c'est ce que j'appelle le montant cible, ce qu'on veut atteindre. Ça fait le capital multiplié par 1 plus R. Bon, ça, normalement, c'est une formule qui passe par tout. Je ne sais pas si vous êtes familier avec. Pas du tout. Ouais, c'est une formule en finance. Donc, là, on est sur la relation de base. Donc, moi, je vais mettre V. Bon, comment est-ce qu'on arrive à cette relation? L'idée, c'est que si on suppose que quelqu'un fait un pourcentage sur une certaine période, sur plusieurs périodes, pardon. Donc, bon, ici, je mets les périodes. Donc, si on a les périodes, on va considérer qu'ils sont des années. Donc, on a l'année 1, l'année 2, l'année 3, jusqu'à X années. Maintenant, la personne réalise un rendement de... Bon, je vais prendre un chiffre pour que ce soit intéressant. Sinon, normalement, on met 10% en général. Mais moi, je mets 10%. 10% et puis 10%. Voilà. Et puis, la personne a un capital de départ, on va dire 100 000. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que la première année, la personne va réaliser 10% de 100 000. Donc, bon, ici, je vais mettre 100 000 en haut ici, parce qu'en bas, c'est pas très de mettre 100 000 là-bas. La personne va réaliser 10% de 100 000. Donc, 10% de 100 000 plus ces 100 000 de départ, ça va faire 110 000. Donc, pour le coup, ça, c'est, on suppose qu'il y a l'année 0. Hein.
Si on suppose que je parle de l'année 0, voilà, avant d'investir et tout, considère que la première année, 1er janvier de l'année 1, la personne investit. Donc, c'est 100 000. Et puis, à la fin de l'année, on suppose que ça, c'est fin d'année, année 1, la personne aura 110 000 avec les 10%. C'est ça. Donc, l'année 2, la personne aura quoi? 10% de 110 000. Donc, cette fois-ci, ça sera 100 000 plus, c'est quoi? 11 000, je crois. 110 000 plus 10% de... Ouais, ça fait 11 000. Donc, ça fait 121 000. Je change ici. Donc là, ça fait 110 000 plus les 10% qui étaient en haut ici. Normalement, 10% de 110 000. Voilà. Donc, quand on fait le calcul, c'est ça qui va nous donner 121 000. 121 000. L'année qui suit, la personne n'aura plus, n'aura plus 11 000 comme plus-value, mais aura 10% de 121 000, ce qui va faire 12 100 francs. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc, la personne aura maintenant 110 000 plus 12 100 francs. Donc, ce qui va faire... Non, pourquoi j'ai mis... C'est 121 000 par an. Voilà. Voilà, c'est ça. 121 000 plus 10% de 121 000 qui fait 12 100 francs. Et puis, la personne aura ici... ça fait combien? 12 100 francs. En tout cas, ça va faire 133, oui, 133 000. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça va évoluer. Ah, 133 100 francs, c'est bien. Donc, c'est un peu comme ça que ça va évoluer. L'idée, c'est que, étant donné que on évolue comme ça, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Et quand on évolue en intérêt composé, bon, on ne peut pas revenir sur les, comment on appelle ça, les suites, avec la formule des suites arithmétiques, voilà. Donc ça, normalement, c'est une suite géométrique combinée avec une suite arithmétique. Les deux, ça nous permet d'obtenir cette formule-là. C'est ça qui nous permet d'obtenir ça, cette relation de base. Donc, cette relation, en fait, son raisonnement, c'est que chaque année, tu appliques un pourcentage qui est fixe sur ce que tu as gagné l'année passée. Donc, c'est la magie des intérêts composés. Quelqu'un a dit que Einstein a dit les intérêts composés représentent la 8e merveille du monde. Parce qu'en fait, quelqu'un qui investit 10 000 et qui réalise 10% chaque mois, si vous essayez de calculer en 3 ans ce qu'il a, c'est énorme. C'est énorme en appliquant la formule là. Vous prenez, normalement, si tu investis 10 000 tous les mois et que tu as 10% dessus tous les mois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, si investis sur 3 ans, dans 3 ans, normalement, il y a 12 multiplié par 3 mois, ce qui va faire 6. Dans 6 périodes. Donc, à la base, on a 10 000 multiplié par, bon, ça sera exposant 36, 1 plus, donc 0,1, donc ce qui fait 1,1, exposant combien? Exposant les 36 périodes. Si je vais faire le carré, tu vas voir. Donc, l'idée, c'est que si on applique les 10%, 10%, 10% dessus, combien est-ce que la personne aura? Mais ça, c'est énorme. Vous voyez l'exposant 36. Par rapport à 10 000 francs que la personne va investir, c'est extraordinaire. Et ça, on peut le réaliser à la bourse. Mais il faut être constant et compétent parce que à la bourse, le couac, c'est que les valeurs prennent de la valeur et perdent de la... Bon, j'ai dit les valeurs. Les actions prennent de la valeur et perdent aussi. Donc, si vous êtes performant, parce que nous, ce qu'on regarde, on regarde, c'est la performance générale de votre portefeuille. Vous avez une action qui baisse, une action qui monte, une action qui stagne. Mais dans le tout, combien est-ce que vous réalisez en moyenne? Donc, ce qu'on va appeler le rendement moyen, en prenant en compte les dividendes et les plus-values à la fois. Donc, c'est ce rendement-là que nous, on va appeler, qui va représenter notre taux. De toute façon, il y a près de 10% ici, là. C'est ce rendement-là qui va représenter le taux. Bon, j'ai changé. Normalement, ça doit être soit R, soit T, mais ici, pourquoi est-ce que... Non, ça, c'est le temps, pardon. C'est ça qui va être notre R, pardon. C'est le rendement. Voilà, ça qui va être notre R. Maintenant, T, c'est le nombre, c'est le temps sur lequel on va investir. C'est le temps sur lequel on va ici, le cas que j'ai pris juste 3 ans. Maintenant, si vous rapportez votre performance au mois, là, vous serez obligé de considérer les mois. Si vous pensez que votre performance est annuelle, vous allez rapporter ça sur l'année.
Mais en général, c'est mieux de considérer l'année parce que la BFM, comme je vous ai dit, c'est pas comme les marchés bien développés où les actions fluctuent toutes les secondes. Voilà. C'est enregistré parce que la dame, elle n'est pas là. Il faudrait qu'après, on puisse avoir la vidéo. Donc, l'objectif, comment on fixe l'objectif en finance? L'objectif, ça va être valeur acquise estimée, la durée et le capital. Ou bien le rendement moyen, capital et la durée. En gros, ce sont les éléments que vous devez définir lorsque vous décidez de fixer un objectif financier. C'est-à-dire quoi? Valeur acquise, c'est l'objectif à atteindre. Je dis que mon loyer fait 150 000 par mois. Quand je calcule de façon annuelle, ça fait 1 800 000. Donc, valeur acquise estimée 1 800 000. Durée, une année. Donc, capital, combien est-ce que je dois mettre? Voilà. Donc, on va faire ça. On fait un peu de maths aujourd'hui. Actuellement, je ne fais pas de calcul dans mes formations. Est-ce que c'est garanti que le fait d'appliquer cette méthode-là? Garanti que c'est pour fixer un objectif. Cette méthode-là te dit combien est-ce que tu peux réaliser. Si moi, je sais que j'arrive à réaliser 20% par an, quand je fais mes prévisions, je ne prends pas 20%. Ou bien s'il y a une année, il fait 20%. Quand il fait mes prévisions, il ne prend pas 20%. Quand il fait mes prévisions, il va prendre peut-être 15%. En réalité, c'est une moyenne qu'on cherche. La moyenne. Mais quand vous n'avez pas de données historiques, vous prenez juste quoi, vous dites, bon, je pense que je peux réaliser 10%. Oui. Cette formule-là, si je suis bien, ça marche plus. Si vous êtes débutant, c'est ça qui va vous guider. Parce qu'il y a une estimation de 15%. 20%. Alors, comment fixer il y a des chiffres qui existent. Si vous n'avez pas de base, vous partez sur les rendements des entreprises. Dividendes. Normalement, on doit en parler dans la suite de la formation, mais quand vous prenez un rendement, quand les entreprises payent les dividendes là, vous prenez le dividende divisé par le coût de l'action. Normalement, on appelle ça le dividende net par action. En gros, à la fin de l'année, il y a une partie du bénéfice que l'entreprise partage aux actionnaires. Donc, quand vous achetez, vous êtes actionnaire. Donc, la part qui vous revient là, vous prenez ça, vous divisez par le coût de l'action. Ça vous donne un rendement. Le taux que ça vous donne là. En général, là, la BFM, les meilleurs rendements sont autour de 14%. Donc, on est autour de 14%. Donc, ça vous donne une référence. Donc, vous pouvez prendre 10% comme objectif cible de rentabilité. Voilà. Donc, au moins, si vous savez que si vous n'avez rien fait même en termes de plus-value, les dividendes que les gens vont vous payer peuvent tourner avec autour de 10%. Donc, à vous maintenant de trouver les entreprises qui ont les meilleurs dividendes. Maintenant, comment on trouve ça? On verra dans la suite de la formation. Voilà. Donc, cette formule-là, elle est importante pour vous permettre de savoir ce que vous voulez atteindre. Voilà. Parce que si vous n'avez pas ça, c'est comme si vous investissez dans le vide. Et puis, vous ne pouvez pas dire si je suis bon, je suis moyen ou bien je ne suis pas bon. Oui. Vous ne pouvez pas savoir si vous avez besoin d'amélioration ou pas. Il faut écrire le code. Bon, c'est pas grave. Ça va. Le code de la porte, là, c'est ce que je vous disais maintenant. Allez, il est effacé ici. C'est ça. Donc, c'est ça. Vous pouvez vous baser sur le rendement des entreprises pour le faire. Donc, quand je dis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la personne veut payer son loyer. Son loyer fait 1 800 000 par an. La personne peut réaliser, en fonction de ses compétences, 10% annuel, 10% de rentabilité annuelle. Quoique, on peut faire plus à la BRVA avec un peu de stratégie. 10% annuel. Je prends 10% général, je parle de 10% parce que quand tu prends le rendement moyen du marché, c'est-à-dire on combine toutes les entreprises, on prend en compte les plus-values, les rendements, on est autour de 8%.
Mais eux, ils ont pris en compte, ils n'ont même pas tenu compte de l'actualité, ils ont mélangé toutes les entreprises. Mais quelqu'un qui a un peu de trucs, qui observe, peut être facilement au-dessus de 8%. Donc 10%, c'est facilement atteignable. Annuellement, je veux dire. Par mois, c'est un peu compliqué. Mais annuellement, c'est très facile. Donc, ça, c'est atteignable. Loyer, 10%. Maintenant, le capital. Donc, comme j'ai dit, on fixe deux paramètres. Là, on a deux paramètres. On a le rendement et puis on a le montant aussi. La valeur acquise. Donc, le temps. Pardon. Le temps qui manque. On a combien de temps? Normalement, j'ai dit 1 an. Mais bon. Je crois que c'est que si on verra, si en une année, il doit faire 10% pour atteindre ça, on va prendre 1 an pour voir. Donc, là, la personne a ses paramètres. Maintenant, le paramètre le plus important qui manque, c'est le capital. Combien lui faut-il pour atteindre ça? Je vais atteindre un loyer de 1,8 million. Je réalise 10% par an. J'ai 1 an pour investir. Combien je dois investir? Là, maintenant, on vient à ça. Parce que ici, on dit la valeur acquise, c'est égal au capital, pardon, multiplié par. Bon, ça, c'est comme si on partait dans le futur pour voir ce que ça va donner. 1 plus le taux, pardon, le rendement, exposant le temps. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? La valeur acquise, 1 800 000. La valeur acquise, c'est ce que j'ai réalisé plus le capital de départ. Donc, au total, ça me donne combien? C'est ça qu'on appelle la valeur acquise. Capital de départ, on ne connaît pas. 1 plus, il réalise 10%, 0,1. Donc, en 1 an. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit juste de faire passer ça là seulement ici. Donc, c'est comme si il doit investir 1 800 000 divisé par, bon, comme c'est exposant 1, pour que ça soit simple, 1,1. Donc, vous voyez que la personne doit investir beaucoup. Divise 1,8 million par 1,1, voir ce que ça donne. On va dire 1 600 combien? On va dire 1 637. Vous voyez que c'est beaucoup. J'ai une question. Oui. Le capital à investir. Tu peux le faire, bon, tu peux le faire en une fois, mais s'il doit, par exemple, s'il est 1 600 000, il investit par exemple 2 mois, 2 mois, 500 000, Ouais. et le calcul va changer. Oui, le calcul change. C'est pour ça que j'ai appelé ça la modélisation. Tout à l'heure, on va faire la pratique. On va voir. On va prendre le cas de quelqu'un qui investit par mois. Parce que quand c'est comme ça, le meilleur raisonnement, c'est de partir de façon annuelle. Parce que si vous prenez en compte les mois, ça va fatiguer la modélisation. Mais qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, on va considérer de façon annuelle. Même si vous épargnez par mois, on va considérer le montant total de l'épargne annuelle que vous avez. Et puis, on va mettre dessus. Et puis, on prend votre, comment on appelle ça, votre pourcentage annuel pour faire les prévisions. On va le faire tout de suite. Mais l'idée, c'est ça. Mais vous voyez que ça, c'est la valeur acquise. C'est-à-dire, la personne prend son capital plus la plus-value qu'il a réalisée. C'est maintenant, il finance tout son travail. C'est-à-dire, quand il finit de faire ça, il a fini de mettre, c'est-à-dire, ce qu'il a causé plus ce qu'il a réalisé. Il prend tout pour payer son loyer. Il n'a plus rien. Ça, c'est le modèle qui est là. C'est dans le cas où j'ai un projet, je veux réaliser ce projet, je veux cotiser, mais je veux que la bourse me complète. Ça, c'est ce modèle-là qu'on vient de faire là. Donc, ça te permet juste d'avoir un complément. Parce que quand ça finit, et ce que tu as cotisé, et ce que tu as réalisé, tu mets tout dedans. Maintenant, il y a le cas où la personne peut se dire, non, mais moi, je vais atteindre un montant où c'est seulement les plus-values que je prends pour faire le projet en question, donc pour réaliser le besoin en question. Donc ici, dans le cas, si mon loyer fait 1,8 million par mois, c'est simple, je dois trouver un montant tel que 10% de 1,8 million, 10% de ce montant, pardon, égale à 1,8 million. Là, c'est facile maintenant, on fait 1,8 million divisé par. Ça dit que je dois avoir un montant, de sorte que 10% de ce montant-là, qui est X, soit égal à 1,8 million. Donc, on prend les 10%, on fait 1,8 million divisé par 10%, qui fait
1,8 million divisé par 0,1. C'est colossal, hein, c'est juste que j'ai pris des montants qui sont un peu... 1 million divisé par 0,1, ça va comment? 18 millions. Ouais, c'est ça. 18 millions. Vous voyez que c'est un peu beaucoup. Donc, c'est en fonction de ça. Mais en bourse, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser la durée, surtout la BFM, on va utiliser la durée pour atteindre nos objectifs. Voilà. Mais est-ce que vous avez des questions sur ça? Oui, j'ai une question. Oui. Quand on considère que fait l'investissement pour une société, Ouais. est-ce que c'est cumule en fait? Oui. Bon, enfin, ça, je parle de portefeuille. On parle de portefeuille. Portefeuille comme l'argent dedans. Vous voyez, comme pendant le portefeuille, il y a plusieurs billets dedans. Voilà, c'est pareil. Pour lui, il va avoir plusieurs entreprises. Il va avoir la CIB, il va avoir SMB, il va avoir le Orange, il va avoir Sonatel. Oui. C'est-à-dire avec les 1,8 million, il investit dans chaque. Voilà. Voilà, c'est ça. De telle sorte à obtenir un chiffre d'affaires pour pouvoir compléter. C'est ça, exactement. Exactement. Maintenant, constitution de portefeuille là, c'est-à-dire, si tu prends, vous voyez qu'il n'y a pas mis toutes les entreprises qui sont la BFVM. Plus vous prenez les meilleures entreprises, plus vous pouvez réaliser, ça veut dire les 10% là, plus vous pouvez dépasser en fait. Ben, tu peux avoir 1,8 million de portefeuille. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, il faudrait avoir le sens ou bien, je sais pas, le calcul que tu dois faire doit être de telle sorte que sur 5 ans ou bien sur 10 ans, quand tu dois placer ton argent dans les différents entreprises, il faudrait que ça soit rentable. Oui. Mais sur 5 ans, si tu avec ta prévision, sur 5 ans ou 10 ans, et puis ça veut qu'à partir peut-être de la quatrième année, 3 entreprises consomment 4 entreprises. Comment ça Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la gestion du portefeuille. Voilà. Gestion du portefeuille. Mais c'est très pertinent, hein, cette question-là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, on appelle ça gestion du portefeuille en français, mais c'est quoi? Asset management en anglais. Bon, c'est un peu ça. Mais c'est ça l'idée, c'est que quand vous investissez, vous procédez à des remplacements. C'est vrai qu'on investit sur le long terme. Quand on est sur le long terme comme ça, comme ce que vous avez pris, on regarde beaucoup plus ce qu'on peut avoir sur 5 ans, 10 ans. OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils peuvent s'avérer que ce sur quoi on se basait, ce pourquoi on a investi dans l'entreprise peut changer et puis l'entreprise n'est plus performante. Donc, on change. Simplement, on change de société. On sort. Toujours en permanence à suivre au fait Faut suivre. de la société. Ouais, quand vous mettez votre argent quelque part, il faut suivre ce qui se passe. C'est naturel, non? J'ai vu mon argent, si je suis là, c'est pas bon. Non, il faut suivre. Quand vous mettez votre argent, il faut toujours suivre. Évidemment. En fait, c'est ça, il faut suivre. La même fois, quelqu'un me disait la cible a baissé. Moi, j'avais des actions SMB la dernière fois. Je ne suivais pas. Vous savez que SMB, l'année passée, c'était la star, la BFVM. Oui, 14 ans. Vous savez pourquoi? Vous avez analysé un peu pourquoi ils étaient aussi la star, ils étaient aussi stars. SMB, c'est la société qui sont dans le domaine des montants. C'est ça, c'est ça. Ouais. 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 Il y avait deux sociétés stars l'année dernière. Il y avait SMB et puis il y avait CV. C'était les deux entreprises stars. C'était à cause de la CAN. SMB qui est là a eu beaucoup de marchés sur les stars, les réhabilitations des routes et tout ça. CV, c'est l'entreprise qui se charge un peu de logistique, de nourriture, bagages, tout ça à l'aéroport. Donc, avec les voyages, vous voyez que le chiffre d'affaires a explosé. Donc, les deux entreprises, en fait, ont réalisé des bénéfices extraordinaires, ont partagé des dividendes exceptionnels. Donc, ce qui a fait que c'était les stars, la BFVM. Vous voyez? Bon. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la SMB, tu vois, vous voyez, c'est ça les phénomènes d'actualité. Quand les phénomènes d'actualité arrivent, ça vous arrange et puis après, ça vous dérange. À la bourse, en tout cas. SMB a pris ses marchés, a bien bouffé, a gratifié ses actionnaires, tout le monde était content. Mais le problème, c'est que l'année qui suit, 2024 qui est là,
il n'y a plus le volume d'activité de la CAN. Donc, les chiffres commencent à baisser. Vous voyez, publient les résultats, ils sont à moins 48%, ils sont à moins 30%. Et quand les investisseurs de la BFM sont des, comment je vais dire, les dividendes addicts. Parce que quand ils voient que ton résultat net est en train de baisser net, se désengage de la valeur. Donc, ce qui fait que actuellement, SMB a connu une chute. Et moi, il y a une semaine, je ne suivais pas la bourse parce que je ne me sentais pas bien. Je me réveille, je regarde mon portefeuille, une fois, je suis à une baisse. Alors que j'étais en hausse, parce qu'il y a mené une petite stratégie sur SMB. Il y avait un petit gap analyse graphique que SMB devait combler, donc j'ai acheté quand ça a comblé. Donc, j'étais au vert, j'avais pris un petit truc dessus. Donc, j'étais content. Et puis, je me réveille, du coup, je vois, je suis au rouge jusqu'à dépasser, même en train de fondre dans mon portefeuille. Je ne comprenais pas. Là, maintenant, je vais regarder le BOC. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le BOC. Ça, c'est le bulletin officiel de la cote. C'est-à-dire, chaque fin de journée de cotation, la bourse, la BFM fait sortir un petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur le marché avec les annonces officielles. Donc, je m'en vais lire le BOC. Je vois que la SMB a publié son résultat du deuxième trimestre, troisième trimestre, je ne sais pas quoi. Premier semestre, troisième trimestre, je ne sais plus, mais en tout cas, elle fait sortir un résultat et je regarde son résultat net, ça fait moins 48%. Je regarde le résultat du premier trimestre, c'est en baisse. Donc, automatiquement, les investisseurs anticipent qu'ils ne vont pas avoir les dividendes qu'ils ont eu l'année dernière. Donc, ils commencent à sortir de la valeur. Vous voyez? Bon, moi, je suis sorti à perte, il ne fallait pas. Parce que quand je suis sorti à perte, les semaines qui ont suivi, vu que les gens ont vu que ça reste SMB, hein. De toutes les manières, ça reste SMB. C'est une entreprise qui est rentable. Et puis, en plus, la Côte d'Ivoire a beaucoup de projets de construction et tout. Donc, ça reste SMB. Donc, quand les gens ont vu que ça a diminué, ils ont commencé à acheter encore parce qu'il y a des investisseurs qui se disent, ah, si ça a baissé à ce niveau-là, autant profiter pour rentrer sur la valeur, tu vois. Donc, eux, ils sont revenus. Il y a des investisseurs qui sont revenus. Ça a pris un peu. Donc, ça fait que ça a diminué la perte. Donc, si j'avais attendu un peu 2 semaines, je crois, 2-3 jours avant de vendre, j'allais peut-être diminuer la perte dessus. Moi, j'ai fait ça parce que je suis sur le court terme. J'ai vendu parce que je suis sur le court terme. Donc, quand vous êtes sur le court terme, vous pouvez réagir en fonction des événements, des chemins et tout. Mais quand vous êtes sur le long terme, ça, vous laissez passer parce que quoi qu'il en soit, c'est SMB. Ça va revenir. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour revenir à l'objectif, si quelqu'un veut fixer son objectif, lui, par exemple, il va dire quoi? Il va dire objectif, réaliser 1 800 000 parce que son loyer fait 800 000. Donc, atteindre, que je suis ça pour, on va bien écrire. Son objectif va dire quoi? Il va dire atteindre 1 800 000 avec un capital de moyen médecin, avec un capital de 1 637 000 en un an. Voilà, ça c'est un objectif financier. Vous voyez, je veux atteindre 1 800 000 en partant de 1 637 000 en un an. Ça c'est un objectif financier. Ce qui fait que, voilà, vous voyez pourquoi je ne mets pas en même temps, comment on appelle ça? Ici, j'ai mis valeur acquise estimée. Je ne mets pas en même temps la valeur acquise et le rendement. Parce que le rendement témoigne de la valeur acquise, par exemple. Donc, au lieu de dire ça, la personne peut dire réaliser un rendement moyen de 10% par an sur un an. Bon, ça c'est un an. La personne peut dire sur 10 ans, bien sûr, tel nombre d'années, avec un capital de 100 000. Donc, si tu réalises 10% par an sur 10 ans avec un capital de 100 000, vous voyez un peu ce que ça peut vous donner à la fin. Voilà, exactement. C'est juste d'augmenter le temps. Donc, c'est un peu ça. Dieu merci, ça n'a pas planté. J'ai une question. Oui. L'objectif qui est là. On va essayer l'objectif là. Oui, ça c'est très coûteux même. Si un an, bonjour. Ça c'est très coûteux. Oui, j'ai compris en fait. Bon, dans le domaine de la finance et de la stratégie, c'est quoi? On a 3 horizons qu'on considère. Court terme, jusqu'à 1 an. Moyen terme, de 1 an à 2 ans. Bon, souvent les gens vont jusqu'à moins de 5 ans. Ils disent plus de 1 an, moins de 5 ans.
et puis long terme, plus de 5 ans. Maintenant, il y a d'autres qui placent leur référentiel sur 3 ans. Ils disent moyen terme, c'est de 1 an à 3 ans, et puis long terme, c'est de 3 ans. Là. Donc, ça dépend un peu. Les référentiels, là, ce sont les SGI. Non, c'est de la communauté des... Voilà. Puis comme dans chaque domaine, chacun a ses standards. OK. Donc, on a parlé maintenant d'objectifs financiers. Donc, c'est à vous de voir. Normalement, vous essayez de voir. Mais toujours partir de votre besoin, quoi. Surtout, vous pouvez oublier les calculs. Mais ce sur quoi je veux me focaliser, c'est que vous devez partir du besoin que vous avez. Dites-vous que je vais financer mon loyer, je vais financer l'éducation de mes enfants. La dernière fois, quelqu'un m'a envoyé quelque chose d'assez intéressant. La personne m'a dit, bonjour, coach, je veux investir pour financer tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. Et j'ai un budget de temps. Il lui a dit, OK, le projet que tu m'as dit, il faut mettre un montant devant chaque projet. Parce que s'il n'y a pas de montant, on ne peut rien faire. Donc, la personne est repartie, m'a fixé des montants pour qu'il faut pour réaliser ce projet-là. Et il a dit la durée. Vous voyez, il dit, le projet doit le réaliser dans 5 ans. S'il doit financer les études de mes enfants, mon enfant va partir. Par exemple, l'année fois, on a fait une modélisation où on a pris le cas de quelqu'un qui a 2 enfants qui doivent aller à l'université et qui souhaite utiliser la bourse pour financer. Voilà. Non seulement il va cotiser, mais il veut que la bourse complète pour pouvoir financer l'étude de ses enfants une fois à l'université, en tenant compte de la scolarité qui va évoluer avec l'inflation et tout, combien est-ce que la personne doit payer. Donc, c'est vraiment ça. Même si vous ne tenez pas compte de ces petits paramètres d'inflation, on va mettre 1,1% de choses. C'est pas ça qui a changé grand-chose. Mais il faut définir le besoin et en combien d'années vous aurez besoin de l'argent. Je veux construire ma maison dans 5 ans. Ma maison, ça va me demander, c'est pas moi, c'est 4 millions pour construire. Donc, je vais cotiser un peu. C'est que par mois, je peux mettre tel montant par mois. Est-ce que si j'utilise la bourse que je réalise 10% là-bas, est-ce que ça peut m'aider? Et puis après, ça peut vous aider même. Si vous estimez que la bourse, le rendement est trop faible, que vous voulez partir ailleurs, ça peut vous aider à décider par exemple. Mais bon, je pense que la bourse, je crois que vous pouvez faire mieux quoi, que 10%. Maintenant, pour parler des profils, les profils se basent sur les périodicités. Voilà. Donc, à la bourse, il y a ce qu'on appelle les périodicités courtes et puis il y a les périodicités longues. Donc, périodicité courte. On n'a pas encore parlé des chandeliers, mais c'est pas grave. Donc, les périodicités courtes, c'est quoi? Quand on parle de périodicité, c'est quoi? C'est qu'à la bourse, on va prendre plusieurs informations sur un graphique. Il y a plusieurs informations qui nous intéressent sur une société. Voilà, il y a plusieurs informations qui nous intéressent. Donc, en général, quand vous prenez les graphiques boursiers, vous avez ici, on va mettre la valeur, et puis ici, vous avez le temps. Voilà. Donc, ici, vous avez la valeur, et puis là, vous avez le temps, et puis vous avez du graphique comme ça qui va évoluer, partir, revenir. Maintenant, ce graphique-là, il peut indiquer plusieurs éléments. En général, ce qu'on met, c'est ce qu'on appelle le cours de clôture. Maintenant, quand on dit cours de clôture, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le prix qu'on a observé, qu'on a fermé. Mais qu'on a fermé quoi? Qu'on a fermé la période. Maintenant, c'est quoi la période? La période, ça dépend. Ça dépend de l'horizon sur lequel vous êtes. Il y a plusieurs périodes. Il y a justement les périodicités courtes. On peut avoir 1 minute, 10 minutes, 30 minutes. Ça dépend de vous. Un jour, 1 heure, 4 heures, ça dépend de la dynamique de la plateforme que vous utilisez. Donc, ça, ce sont les périodicités courtes. Maintenant, il y a les périodicités longues. Les périodicités longues sont généralement utilisées par l'investisseur qui souhaite une vision plus globale. Elles vont du jour à l'année. Donc, c'est quoi? C'est que quand vous prenez les périodicités là, ce graphique, par exemple, si je dis que ces périodicités courtes de 10 minutes, ça veut dire que chaque 10 minutes, le graphique va afficher le prix de l'action. Va fixer le prix de l'action chaque 10 minutes, chaque 10 minutes, chaque 10 minutes, chaque 10 minutes pour obtenir ce graphique. Maintenant, si je dis ces périodicités 4 heures, chaque 4 heures, c'est ce qu'il va faire. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'à la BRVM, nous, on n'a pas les périodicités courtes. Bon, enfin, on n'a pas
une plateforme qui peut nous montrer les périodicités coûts. C'est mieux de le dire comme ça, voilà. Sinon, normalement, les périodicités coûts existent parce que en temps réel, quand vous allez sur votre SGI, la plateforme de votre SGI, vous pouvez voir quand quelqu'un passe un ordre, ça change automatiquement le prix de l'action, voilà, en fonction de l'ordre du prix auquel ça a été exécuté. Donc, on peut avoir, mais on n'a pas encore de plateforme de trading qui peut nous montrer les périodicités coûts, ce qui fait que on est amené, et même en fonction de l'évolution des sociétés qu'on a actuellement, il est mieux d'être sur les périodicités longues. Les périodicités longues, c'est à partir de 1 jour jusqu'à... Donc, vous pouvez avoir les graphiques 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, et puis 1 année. Voilà. Donc, c'est ce qu'on donne. Donc, ces graphiques-là vous montrent ce qui s'est passé sur l'année. Donc, c'est un peu comme ça que ça évolue. Ça, les périodicités. Maintenant, ces périodicités-là, en fonction de votre profil d'investisseur, on verra ça planter. Ces périodicités, il faut venir déconnecter, tu vas reconnecter. Ces périodicités-là, en fonction de leur utilisation, en fonction de votre profil investisseur d'abord, vous allez les utiliser. Maintenant, les profils investisseurs, c'est quoi? Il est beaucoup plus défini par votre objectif financier que par la période de temps sur laquelle vous voulez trader. Parce que si vous voulez construire votre maison dans 10 ans, vous n'allez pas investir de la même manière que quelqu'un qui veut payer son loyer, par exemple. Qui veut arriver à payer son loyer avec la bourse dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Donc, ce qui fait que si votre objectif est sur le long terme, vous vous positionnez sur le long terme. Si votre objectif est sur le moyen terme, vous vous positionnez sur le moyen terme. Si votre objectif est sur le court terme, vous vous positionnez sur le court terme. Mais la personne qui est sur le long terme va attendre plus de rentabilité que la personne qui est sur le moyen terme et le court terme. Voilà. Et en plus, c'est beaucoup plus difficile d'investir sur le court terme que d'investir sur le long terme. Donc, en fonction de ça, voici les profils qui s'offrent à vous. Vous avez ce qu'on appelle les swing traders, les position traders et puis les long term investors. Donc, les swing traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont investir de quelques jours à quelques semaines. C'est-à-dire quoi? Ils vont prendre des positions, peut-être, ils vont acheter une action aujourd'hui, dans 2 semaines, il l'a vendue. Vous voyez? Lui, il cherche à réaliser que des plus-values. Les dividendes ne l'intéressent pas. Il cherche à réaliser des plus-values. Il achète cible. La cible est à 6 000. Il peut acheter, je sais pas moi, 1000. Bon, 1000, c'est un peu tôt. Là, ça fait 6 millions, je crois. Mais c'est possible. Il achète 6 millions. Et puis, il attend. Quand la cible passe à 7 000, là, ça va lui faire combien? Il revend. Bon, tout chose est égal par rien. Là, je tiens pas encore des frais et tout, mais il achète à 6 000, il vend à 7 000. 1000, ici, il réalise, il va vendre à 7 millions, il réalise 1 million. Voilà. Donc, vous voyez que plus votre capital est élevé, plus vous pouvez réaliser de plus-value facilement sur le court terme. Mais, autant vous pouvez réaliser des plus-values, autant vous pouvez perdre. Voilà. Parce que ce dont j'ai parlé, par exemple, si la personne a l'info avant la sortie des résultats, ok. Mais si la personne n'a pas les résultats, il réalise une perte. Hein. Sur le court terme, là, il réalise une perte. Donc, ça, c'est pour les swing traders. Les position traders, eux vont aller au-delà du mois. Ils vont aller au-delà du mois et prendre une position sur 3 mois, jusqu'à 6 mois, 7 mois, même 8 mois. Mais ils ne vont pas atteindre l'année, quoi. Bon, ça, c'est ce que j'essaie de faire. Que je me dis, la dernière fois, j'essaie de voir quelque chose d'assez intéressant, c'est que si je réalise 10% par semaine, ça fait quelque chose d'intéressant sur l'année avec les intérêts composés. Donc, c'est l'objectif que je poursuis depuis. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai commencé dans une période où on n'était pas très actif à la BFVM. Actuellement, j'attends en force de février jusqu'à juin. Je sais que je vais pouvoir atteindre ça. 10% par mois, tac, 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 tac. Et puis, dans les périodes creuses, moi, je sais pas là quelle stratégie je vais adopter. Là, il va faire comme les longs termes. Je vais voir les entreprises qui ont une bonne tendance et puis je vais me reposer. Donc, c'est un peu ça. Les long-term investors, plusieurs années, voire plusieurs décennies, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que mon projet, c'est dans 10 ans, je ne suis pas pressé. Ils prennent les entreprises qui sont solides, solidement implantées, qui ont des contrats sur plusieurs années. Orange, CIE, voilà. Vous savez que pour obtenir une licence de télécommunication en Côte d'Ivoire,
Faut être fort. Faut être suspendu. On va dire on va dire suspendu. Ah, donc, et puis en plus, ce qui fait mal, c'est que c'est pas l'argent seul. Même si tu as l'argent, il y a le lobbying qu'il faut faire pour les trucs administratifs. C'est pas évident. Donc, on sait que Orange, ils vont pas partir dessus parce qu'ils savent qu'ils ont le marché, ils sont là. Donc, Orange, CIE. Alors, ils ont quasi un monopole. En fait, la CIE a une filiale qu'on appelle le Smart Energy qui apprend à la population à économiser son courant. Quelqu'un pourrait dire, mais attends, si la CIE, on économise le courant, la CIE va pas avoir l'argent. Mais en fait, la CIE s'en fout un peu parce que, excusez-moi, mais c'est parce que la CIE dit que, mais de toutes les façons, toute l'énergie qui est produite est vendue. C'est-à-dire, on est en manque même. Donc, de toutes les façons, si quelqu'un économise, on va vendre ça ailleurs, mais un peu plus cher même parce que les économies que la CIE réalise, on les revend à l'extérieur. Et quand on revend là-bas, c'est beaucoup plus cher que ce que nous, on consomme ici. Et pour le coup, ça fait que, bon, on sait que la CIE, c'est quand même une entreprise qui est assez stable. Donc, il y a des entreprises comme ça qui, de par leur structure, leur fonctionnement, le marché qu'ils ont, leur monopole, on sait que ces entreprises ne vont pas partir du jour au lendemain. Donc, ça, c'est pour les long-term investors. Et puis, il y a des entreprises qui sont un peu plus volatiles. Volatiles, ça veut dire que le coût varie rapidement. On peut passer de 6 000 à 7 000, 7 000 à 1 voilà. Donc, ces entreprises-là, ça, c'est pour les personnes qui font, voilà. Eux, ils ne s'attendent pas à des dividendes. Ils veulent réaliser des plus-values. Quand l'entreprise est dans le creux, ils essaient de voir en fonction de 2-3 techniques d'analyse graphique pour voir. Est-ce que ces entreprises-là sont parmi les entreprises à la BFM qui a BFM? Quelles entreprises? C'est des entreprises qui changent rapidement là. Oui, il y a des entreprises. Comment on appelle? J'oublie le nom. J'ai oublié le nom. Il y a une entreprise extrêmement volatile. C'est pas une entreprise ivoirienne, mais j'oublie le nom. Ouais, il y a des entreprises qui sont volatiles. Très volatiles. Ouais, que la BFM, c'est pas une entreprise ivoirienne, mais qui est montée après. Non, c'est l'UEMOA. Attends, c'est l'UEMOA. La BFM, c'est l'UEMOA. Ouais. Bon, on va dire UMOA même. Bon, enfin, ils disent UMOA. Ben, c'est la même zone, sauf que, parce qu'il y a deux unions, en fait. Il y a UEMOA et puis il y a UMOA. Bon, ça, c'est économique et puis union monétaire. Bon, enfin, eux, ils mettent la différence, mais en fait, c'est la même zone. Mais, hein, ouais. Comment vous, quel conseil donnez-vous à un investisseur par rapport à quel profil d'investissement il doit suivre? C'est justement la question que j'allais vous poser. Donc, ça tombe bien. Selon vous. Bon, enfin, d'abord, en fonction des profils que j'ai présentés là. Selon vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Si j'ai bien suivi, et tout ce qu'on a dit jusqu'à là, ça va dépendre des objectifs atteints. Ouais. Donc, on ne peut pas vraiment se situer si on n'a pas on a bien défini notre objectif. Ok. D'accord. Ça, c'est une bonne réponse. Il faudrait en fait avoir un bon sens de comment d'abord faire le premier pas, comment d'abord avoir une petite maîtrise, Ok. Moi, je suis nouveau en tout cas. J'ai fait des démarches, j'ai ouvert un compte. Voilà. Mais je ne peux pas, comment on dit ça, faire des choix sans avoir une discussion. Ouais. Je vois. Je comprends. Non, j'ai même pas encore. Je ne sais pas quelqu'un qui va choisir. 10h12. De manière, l'objectif final, c'est de dire. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est ça ce que vous avez dit, c'est très juste. C'est en fonction de l'objectif. Maintenant, prenons le cas d'un salarié. Quelqu'un si vous êtes salarié. Quand vous êtes salarié,
La principale caractéristique, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps. Bon, c'est ce qu'on se dit, hein. Parce que vous allez au travail, vous travaillez du lundi au vendredi. Ce sont des journées de cotisation et précisément aux heures d'ouverture de clôture, vous êtes en train de travailler. Donc, pour le cours, on suppose que vous n'avez pas énormément de temps pour lui. Mais, quoique, vous pouvez toujours trouver le temps. Donc, ce qu'on fait, quelqu'un qui est sûr, qui a un objectif long terme, on lui demande d'utiliser le profil de long term investor. Mais la personne peut décider d'utiliser un profil de position trader, c'est-à-dire prendre des positions court terme. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas atteindre ses objectifs. Tout dépend de sa performance et de sa disponibilité. C'est surtout ça, la disponibilité. Parce que plus vous êtes disponible pour lire les graphiques, non pas forcément les graphiques, mais les informations, surtout à la BFM, c'est beaucoup plus les informations qui passent que les graphiques, quoi. Donc, plus vous êtes disponible pour comprendre les informations, lire, apprécier les informations qui passent, plus vous pouvez vous permettre de prendre des positions sur le court terme. Maintenant, si vous savez que vous avez moins de disponibilité, moins de discipline, mieux vaut bien faire, prendre le temps, je sais pas moi, une semaine ou 2 semaines pour chercher bien les entreprises qui ont les meilleurs dividendes. Là, vous ne vous attendez pas à grand chose en termes de plus-value. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a des entreprises qui peuvent perdre un peu sur une semaine, 2 semaines, mais fondamentalement, quand tu prends l'année, sur 1 an, 2 ans, cette entreprise a une bonne plus-value. Donc, vous n'allez pas vous concentrer sur les plus-values, mais vous allez vous attendre parce que les dividendes, ça se calcule en termes de nombre d'actions que l'actionnaire a, pas en termes de son portefeuille fait combien, quoi. Voilà. Donc, si vous avez 10 actions, c'est en fonction des 10 actions qu'on va vous payer, pas en fonction de ce que du montant que vous avez en termes de. Voilà. Donc, ce qui fait que vous pouvez perdre la valeur, mais les actionnaires vont toujours vous payer. La société va toujours vous payer en termes de dividendes. Maintenant, comme ces entreprises sont structurellement des entreprises qui payent des dividendes, forcément que la plus-value va suivre. Mais c'est sûr que vous ne vous attendez pas à grand chose. Comparé à quelqu'un qui est constamment en train de prendre des positions en bas pour vendre, en haut, en bas pour vendre.